Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, une première pour moi puisque je vais donner mon témoignage dans un scandale qui se passe au niveau de l'école Saint-Genès-Bordeaux. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a eu de nombreuses accusations d'agression et de viol contre des enfants. Et il s'avère que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe dans cette école depuis les années 60. Moi-même, j'ai été élève dans cette école et j'ai décidé que ça suffisait de me taire, que j'avais envie de parler. J'avais envie, en fait, de faire un podcast qui soit constructif. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, il s'agit de faire des propositions, de penser évidemment en premier lieu aux victimes. Moi-même, je suis victime et il s'agit d'avancer pour que plus jamais cela ne se reproduise. Alors, tout d'abord, les faits. J'ai été élève à Saint-Genès en CP, CE1 et CE2. Donc, je vais vous raconter les faits d'un point de vue chronologique. Alors, en CP, j'avais une institutrice, Mademoiselle Fournier, qui était une femme petite de taille, mais très grande par la terreur qu'elle m'inspirait. Elle était très sévère, très autoritaire, et je me souviens qu'un jour, elle avait dit: vous devez absolument faire signer votre contrôle de mathématiques. Moi, j'avais eu 7 sur 10, qui est plutôt une bonne note. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire signer ce contrôle à mes parents. Donc, ce que j'ai fait, du haut de mes 6 ans, c'est que j'ai imité la signature de ma mère. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner. Une petite gamine de 6 ans qui sait à peine écrire. Eh bien, ça s'est vu tout de suite. Eh bien, à votre avis, quelle a été la réaction de cette institutrice? Elle m'a traînée dans toutes les classes de CP, donc je ne sais pas combien il y en avait, 4 ou 5, pour en fait m'humilier en public, montrer: regardez la vilaine petite fille qui imite la signature de sa mère. Voilà, donc ça a commencé très mal, mes souvenirs dans cette école, une humiliation publique. J'avais vraiment l'impression d'avoir commis un crime très grave. Donc déjà, dans un premier temps, moi, ce que j'ai pu constater, c'est ces violences éducatives dans cette école où certains enseignants menaient leur classe sous un régime quand même de domination et d'humiliation. Ensuite, CE1 et CE2, bon, rien à redire. J'ai pas de souvenir particulier. Je pense que j'ai eu des institutrices qui étaient bienveillantes. Il y avait juste l'enseignant de sport, Monsieur Conan, qui me faisait extrêmement peur. Il était lui aussi très sévère. Voilà. Ensuite, je me souviens d'autre chose, c'est que à la récréation, les garçons poursuivaient les filles qui devaient se cacher aux toilettes, se réfugier parce qu'ils voulaient tout simplement soulever leur jupe. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand même de problématique. J'avais 8 ans. Déjà subir du harcèlement sexuel à 8 ans. Que faisaient les adultes? Je pense qu'on était dans une société post-68 heures, il y avait vraiment une débauche et que ça se retrouvait même dans le comportement des enfants. Parce que oui, effectivement, regarder sous les jupes des filles, ce n'est pas rigolo. C'est une agression sexuelle. Que vous dire d'autre sur cette période? Il y a quand même eu du positif, parce que j'ai décidé d'être honnête et de dire le positif, c'est que j'ai fait ma première communion en CE2, et ça, c'était un moment magnifique, puisqu'il faut savoir que Saint-Genès a une chapelle et un prêtre. Donc, on pouvait aller à la messe, le catéchisme se faisait à l'école, les préparations au sacrement se faisaient à l'école. Donc, pour la première communion, ça faisait à l'école, c'était très beau, on était 2 par 2, une petite fille, un petit garçon, on mettait une jolie robe blanche. Moi-même, j'ai pu parler au micro dans l'église, donc ça a été mes premiers pas derrière le micro. J'ai beaucoup aimé, mais je ne savais pas que des années plus tard, je vous parlerai à nouveau. Voilà, je parlerai à nouveau derrière un micro pour d'autres raisons. Donc ça, c'était le côté positif. Maintenant, je vous précise comment se passait la cantine. Donc là aussi, c'était assez particulier. Donc il faut savoir que Saint-Genès était tenu par les frères des écoles chrétiennes. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore beaucoup d'influence maintenant, mais en tout cas à l'époque, ils étaient partout. Certains d'ailleurs étaient enseignants, en tout cas ils étaient dans les rouages de l'école. Et à la cantine, il y avait frère Bernard qui supervisait la cantine. Il était sur une petite estrade, il avait un micro et on ne pouvait pas commencer à manger tant qu'il ne nous avait pas donné l'autorisation de se servir à boire. Et si quelqu'un n'était pas sage,
voilà ce qu'ils faisaient. En général, c'était des garçons. Donc, j'avais trouvé ça quand même très choquant à l'époque. Mais évidemment, on subissait, on ne pensait pas que ce qu'on voyait était anormal, puisque personne ne réagissait, aucun adulte n'intervenait. Donc en fait, ce qu'il faisait, frère Bernard, c'est qu'il faisait venir un enfant qui était passage. Il disait, viens me voir, monte sur l'estrade. Alors il montait sur l'estrade. Ensuite, il lui caressait la joue 3-4 fois et paf, il donnait une claque. Donc ce mélange de caresse et de claque, je trouvais ça d'une très grande perversion. Évidemment, je ne connaissais pas le mot perversion à l'époque, mais en tout cas, ça me choquait. Donc c'était pour vous donner déjà une idée de l'ambiance de cette école. Ensuite, j'ai déménagé, donc pour les classes suivantes, je n'étais pas à Saint-Genès-Bordeaux et je suis revenue à Saint-Genès-Bordeaux en 4e. Et ce qui m'a tout de suite frappée, c'est l'ambiance militaire dans les rangs. Avant de rentrer en classe, on était un par un, il ne fallait pas parler, il y avait des coups de sifflet. C'était comme ça que ça se passait. Alors, j'avais oublié de parler d'un frère, parce que donc les frères, ils étaient un peu partout. Donc il y avait frère Bernard qui supervisait la cantine et c'était lui aussi qui célébrait les messes. Et il y avait frère Félix, qui est très connu. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont été à Saint-Genès dans les années 80, ils se souviennent certainement de frère Félix. C'était un petit frère d'origine espagnole, très sympathique, qui nous vendait les chocolatines à la récré. Ma frère Félix, il me connaissait depuis que j'étais toute petite et j'avais de l'affection pour lui. Pour moi, c'était comme une sorte de grand-père. Mais malheureusement, au fil du temps, bien, j'ai eu des déceptions par rapport à ce frère. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, en 4e, comment ça se passe? Donc, moi, ça se passe pas très bien pour moi. Donc, dans l'ensemble, les professeurs, sont corrects. Mais il y a quand même un professeur de sport, le monsieur Navarro, qui lui aussi, il fait un peu régner la terreur. Et puis, il s'insulte avec son collègue de sport dans le bus. Donc, moi, je me sens assez terrorisée. Donc, je demande à ma mère d'aller lui parler. Voilà, donc ça, c'était la chose qui m'avait posé problème. Sinon, rien de particulier. La plupart des professeurs étaient plutôt stricts, mais quand même relativement bienveillants. Et en seconde, c'est là que vraiment tout bascule. Je me retrouve avec un professeur principal, professeur de français, le frère Boulère. Et comment vous expliquer ce professeur? À l'époque, je ne comprenais pas ce que je ressentais, mais c'était quelqu'un quand même d'assez étrange. Il passait son temps à nous raconter, il passait bien 20 minutes à chaque cours à nous parler d'un certain Chaton, qui était un jeune, alors un adolescent sans doute, qu'il aimait beaucoup. Ça, il insistait beaucoup pour nous dire qu'il l'aimait. Et puis, c'était un jeune homme qui avait des difficultés. Ça se passait dans le quartier de Pigalle. Et alors, évidemment que moi, à l'époque, je pense pas trop savoir quel était ce quartier. Mais enfin, c'est un quartier où il y a beaucoup de prostitution. C'est un petit peu le monde de la nuit dans toute sa débauche. Donc déjà, que faisait ce frère dans ce quartier? Et puis, il nous parlait de choses surtout qui ne nous concernaient pas. Il nous parlait de sa relation avec un très jeune homme et j'ai fini par comprendre que c'était certainement une relation qui n'était pas honnête, qui n'était pas autorisée. Autre chose qui était aussi très malsaine de la part de cet enseignant, c'est que donc on avait un système où il y avait un responsable de classe qui devait en fait remplir un petit papier quand on faisait l'appel et puis apporter le billet des absences au bureau des responsables de ce qu'on appellerait la vie scolaire de nos jours. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait que quelqu'un se déplace. Et chaque fois que ce garçon venait près de lui, il le reniflait littéralement, il n'y a pas d'autre mot dans le cou, en disant qu'il sentait bon. Donc je pense que frère Boulère avait une attitude vraiment très déplacée, voire même pédophile, on peut le dire. Voilà ce dont je peux témoigner. Et frère Boulère était très ami avec frère Leguet, frère André Leguet, responsable des études, autrement dit conseiller pédagogique. Eh bien, frère Leguet a été condamné par la justice pour des attouchements sexuels, des agressions sexuelles sur mineurs, et il a été accusé depuis aussi de viol. Bon, là, maintenant, il est décédé. Donc, lui, il est passé en justice. Il a été condamné, une peine beaucoup trop légère pour ce qu'il a fait. Et moi, le frère Leguet, donc je ne l'ai jamais vu parce qu'en fait, il s'intéressait principalement aux garçons et il repérait, tels les prédateurs, les élèves qui étaient en difficulté. Alors, soit qui étaient en difficulté scolaire ou peut-être qui avaient une situation parentale, les parents divorcés. Enfin,
comme tous les prédateurs, il choisissait bien ses proies. Et moi, j'avais un camarade, Pierre, qui était un petit peu en fragilité, en recherche. Et il m'avait raconté que le frère Leguet l'avait convoqué dans son bureau, soi-disant, pour un entretien privilégié, pour l'aider, et qu'il lui avait mis la main sur la cuisse. Et quelques temps plus tard, eh bien, Pierre a changé d'école en cours d'année. Donc je pense que lui aussi a dû subir des choses qui ne sont pas très nettes de la part de ce frère Leguet. Et pourquoi en fait j'ai fait ce podcast? Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur qui était donc élève dans les années 60, c'est-à-dire 20 ans avant moi. Moi, j'étais élève en collège dans les années 80. Et lui-même a carrément dit qu'il avait été violé par André Leguet à de nombreuses reprises. Donc, ça veut dire que frère Leguet était en activité, dans ses activités perverses et criminelles, dès les années 60, et que ça a duré pendant des décennies, et qu'évidemment, on savait ce qu'il faisait. C'était impossible de ne pas le savoir, puisque je vous dis, moi, Pierre m'avait raconté, il m'a mis la main sur la cuisse. Mais personne n'a réagi. Personne n'a parlé. Certains élèves, moi j'ai lu des témoignages, ont essayé d'avertir des adultes. On les a traités, je cite, de pédés. Enfin, c'est terrible, voilà. On a vraiment quelqu'un qui, frère Leguet, a brisé la vie de je ne sais combien de générations d'élèves. On ne sait pas à l'heure actuelle. Pour l'instant, il y a 8 adultes qui ont porté plainte contre lui, en tout cas qui ont déclaré, parce que bon, de toute façon, il est décédé, qui ont déclaré avoir été violés par lui. Donc, il y en a certainement beaucoup plus, puisque voilà, il a été enseignant, il était conseiller pédagogique, donc préfet des études pendant à peu près une 40aine d'années. Personne n'a réagi. Et voilà. Et donc, moi, je suis dans une sainte colère, parce que nous sommes dans un établissement catholique. Nous devons être plus exemplaires que n'importe quel établissement, car bien évidemment, il y a eu des faits similaires dans les établissements publics, mais ce sont des frères qui ont abusé d'autres, enfin, qui ont abusé d'élèves, qui ont abusé d'enfants. Vous vous rendez compte de... c'est une ignominie. Ce sont des frères qui ont en fait donné leur vie au Christ pour le ressembler, pour être dans le dévouement, dans le sacrifice, dans la bonté, dans l'amour, dans la pureté comme Jésus. Et au lieu de ça, ils n'ont été que dans la perversion et la domination. Et ça, moi, je trouve ça terrible. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que je veux que les écoles catholiques prennent leurs responsabilités. Alors, je vais revenir un petit peu à frère Boulard. Donc, lui, il avait une attitude comme ça, très humiliante envers nous, puisqu'il nous insultait, nous traitait de petits bourgeois. Et il essayait toujours de mettre dans des situations pour vraiment nous dominer. Il adorait nous donner comme ça des contrôles, avec plein de trucs à écrire, mais on n'avait qu'une demi-page. Pour qu'on soit obligé d'écrire, on allait mal écrire et du coup, forcément, il allait nous sanctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous mettait dans des situations difficiles. Et moi, j'ai été victime de lui au niveau éducatif, c'est-à-dire qu'il avait décidé... Donc moi, je ne l'intéressais pas. Je n'étais pas un jeune garçon, j'étais une fille. Mais il avait bien décelé que j'étais moi aussi très fragile, très vulnérable. Et donc, il avait décidé de me saquer, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours été une bonne élève en français. Et comme ça, du jour au lendemain, en seconde, j'avais à peu près 9 de moyenne. Il faisait exprès de me mettre 9 parce qu'il savait que si j'avais 9, j'allais redoubler. Car je rappelle que Saint-Genès, c'est un lycée d'élite. Donc, leur but, c'est de préparer les élèves pour qu'il y ait 90% de réussite au bac. C'était ça leur but. Donc ça aussi, c'est un aspect très négatif de Saint-Genès, cette obsession de la réussite au bac à tout prix. Et donc, frère Boulard, lui, avait décidé, donc vous imaginez bien que pour passer, il fallait avoir des notes excellentes. Et moi, forcément, si j'avais 9 en français, j'étais condamnée à redoubler. J'avais toujours été une bonne élève. Et il m'a convoquée, ma mère était là, il a réussi à me faire pleurer, il a vraiment su, vraiment en vrai pervers, il a su appuyer sur la corde sensible et me faire pleurer. Et je pense qu'il a pris énormément de plaisir à me faire pleurer. Donc à cause de frère Boulard, aussi d'une autre enseignante qui m'a mis elle aussi 9, on aurait dit qu'ils s'étaient entendus.
Et donc forcément, j'avais pas la moyenne en français, j'avais pas la moyenne en maths, parce que je n'étais pas très bonne en maths, j'avais pas la moyenne en histoire géo, donc je devais redoubler. Et donc j'ai redoublé, et dans l'autre établissement, ils se sont vite rendus compte que j'avais un excellent niveau. Ce qui fait qu'en février de l'année suivante, eh bien, ils ont dit, Séverine, on te donne ton passage en première, tu peux arrêter les cours, ce qui tombait très bien parce que j'avais des gros problèmes d'insomnie. Voilà, donc j'avais la confirmation que j'avais redoublé par pur sadisme de la part de Frère Boulère et non pas parce que mes résultats étaient insuffisants. Donc ça, voilà, je tenais à le dire. Donc il y a eu d'autres témoignages comme ça d'élèves qui racontaient voilà, que le frère Leguet... Donc en fait, apparemment, le frère Leguet avait un studio dans l'enceinte de l'établissement et il faisait venir voilà, les élèves donc, qui étaient en difficulté. Il manipulait les parents. Il faut quand même savoir le poids que représentaient les frères pour... Enfin, l'influence morale que représentaient les frères pour les parents. Quand vous êtes catholique, que vous mettez vos enfants dans un établissement catholique qui a une excellence, eh bien, vous faites une confiance aveugle aux frères. Et vous ne pensez que les frères ne peuvent que tirer vers le haut les élèves. C'est pour ça que Frère Leguet, il a, en bon prédateur, manipulé les parents. Et il y a eu des témoignages où des élèves disaient que, voilà, Frère Leguet avait convaincu les parents de laisser l'enfant partir avec eux en voyage. Donc là, ils pouvaient les violer encore plus facilement. Enfin, c'est terrible. Donc, Frère Leguet a été condamné par la justice. Il est décédé depuis. Il y a eu un autre frère, Frère Jean, qui a été condamné. Lui, comme Frère Leguet était peu condamné, lui, c'est carrément... lui, c'est 2 viols sur des fillettes. Parce qu'à l'époque de la condamnation de Frère Leguet, on n'avait pas établi les viols parce qu'il avait une telle influence morale que beaucoup se taisaient et ne voulaient pas dire carrément qu'ils avaient été violés. On parlait d'attouchement, d'agression sexuelle, mais bon. Donc lui, pour le coup, Frère Jean, les viols avaient été établis. Donc il avait violé 2 fillettes. Il a été condamné seulement à 10 ans de prison. Mais ça, vous voyez, c'est le problème de la complaisance de la justice avec les pédophiles. Et c'est pas que envers les pédophiles qui sont des religieux. Hein. C'est aussi, si vous regardez les rubriques judiciaires, vous verrez que les crimes pédophiles sont très peu punis par rapport à ce que la loi normalement prescrit. Quand vous violez un enfant, vous êtes moins puni que quand vous violez une femme adulte. Alors on pourrait se dire qu'au contraire, un enfant, c'est encore pire parce que c'est son innocence qui est détruite. C'est des vies qui sont détruites. Donc voilà, moi, ce que je demande en tant qu'ancienne élève, je demande à ce que la direction de Saint-Genès actuelle prenne ses responsabilités. Alors avant, je vois que j'avais oublié de parler de l'affaire actuelle. Donc actuellement, le scandale pédophile actuel concerne un instituteur qui a, dans un premier temps, c'est marrant comme Frère Leguet, été accusé d'attouchement sexuel, etc. Et maintenant, c'est carrément de viol. Donc vous voyez, à chaque fois, on essaye de minimiser les choses. Donc en fait, il est accusé de viol sur un nombre important d'enfants. Il est en détention provisoire et il sera jugé. Donc, tant mieux que justice soit faite. Mais là aussi, il y avait eu des signes, des signalements, mais la direction n'a rien fait. Et c'est ça le problème. C'est que la direction, comme avait Frère Leguet, savait très bien qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient et n'a rien fait. Rien fait du tout. Donc, je demande à ce que la direction de Saint-Genès prenne ses responsabilités, qu'il y ait une enquête interne sur tous les méfaits qui ont été causés, que ce soit des violences éducatives comme celles dont j'ai été victime, que ce soit des violences sexuelles, qu'il y ait donc une enquête interne et qu'on donne la parole aux anciens élèves, que vraiment la parole des anciens élèves soit enfin crue, enfin écoutée. Je demande aussi qu'il y ait la publication d'un rapport. Voilà. Et puis, je demande qu'on se comporte comme de vrais catholiques. Parce qu'après tout, on met son enfant dans l'école Saint-Genès parce que c'est une école catholique, parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on a des valeurs chrétiennes. Donc, se comporter en vrai catholique, ça veut dire des messes. Vous savez que Saint-Genès est un centre très important dans la vie catholique. Il y a de nombreux événements qui ont lieu. Donc, je demande qu'on dise des messes pour les victimes. C'est très important. Je demande aussi qu'il y ait vraiment, que vraiment les excuses soient présentées aux victimes, qu'il y ait des actes de pénitence qui soient faits de manière concrète pour montrer aux victimes qu'on leur demande pardon de ce qu'on a laissé faire, parce que c'est ça. Même si la direction actuelle n'a pas commis d'actes pédophiles, elle a laissé faire. Elle a laissé faire une histoire, elle n'a pas enquêté.
Donc, qu'il y ait voilà, des demandes de pardon, qu'il y ait des pénitences, qu'il y ait des jeûnes, nous allons rentrer dans le carême, que vraiment la direction de Saint-Genès soit un modèle et traite cette histoire de violence éducative et sexuelle dans l'établissement Saint-Genès qui existe depuis les années 60 comme elle le mérite. Que vraiment on mette en place une cellule d'écoute pour les victimes. Et je demande, qu'il y ait des messes, je le répète, des actes de pénitence, des jeûnes qui soient faits par tous les responsables, que chacun prenne ses responsabilités. Enfin, pour terminer sur une note d'espérance, car c'est ça, être catholique, c'est être dans l'espérance, c'est-à-dire quand la situation paraît terrible, on sait que grâce à Dieu, parce qu'après tout on est catholique, parce qu'on croit en Jésus, on croit que Jésus est mort sur la croix pour nous, qu'il a souffert pour nous, il a d'ailleurs été flagellé par tous ses péchés de pédophilie, il faut le savoir. Eh bien, voilà, nous allons demander à Jésus de venir guérir nos blessures. Si vous êtes des anciens élèves, vraiment Seigneur Jésus, viens répandre ton saint sang sur toutes les victimes, qu'elles se sentent guéries et purifiées de toutes ces offenses, tous ces outrages qu'elles ont subis pendant des années sans pouvoir en parler à personne. Et nous avons cette espérance que Jésus peut nous guérir. Nous avons cette espérance que Jésus, peut nous redonner une paix et une joie surnaturelle. C'est le titre de ma chaîne, mais ce n'est pas par hasard. Vous voyez, j'ai vécu moi aussi des choses difficiles, que ça soit dans cette école ou que ça soit d'ailleurs dans ma propre famille, puisque moi-même j'ai été victime de maltraitance de la part de mon père. Mais je peux vous dire que vraiment, tournez-vous vers Jésus et le Saint-Esprit va vous apporter cette purification, cette guérison et toutes ces horreurs qui sont inscrites dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre corps, elles vont partir. Et par la grâce de Dieu, vous allez être guéris, vous allez pouvoir reprendre votre vie et avancer et peut-être aider d'autres victimes si c'est la mission que Dieu a prévue pour vous. Tout est possible si on se confie en Christ. La vie n'est pas foutue. Vraiment, espérance pour les victimes d'abus. Beaucoup de solidarité pour les parents. Surtout, gardez votre confiance dans l'Église catholique. L'Église catholique, elle est sainte, elle est pure, parce que c'est Jésus qui l'a créée. Mais malheureusement, elle est pécheresse à cause de certains individus. Mais nous, si nous restons dans cette Église, nous pouvons contribuer à la purifier. Nous pouvons, par nos prières, par nos petits sacrifices. Donc j'invite tous ceux qui le veulent à offrir des petits sacrifices, des jeûnes, on va rentrer dans le carême, des prières pour vraiment que cette Église catholique se purifie et qu'elle redevienne ce que Dieu a voulu qu'elle soit, c'est-à-dire une lumière pour le monde, ce qu'elle était au début. Les apôtres ont été une lumière pour le monde puisque c'est d'une petite poignée de chrétiens qu'on est passé à plus d'1 milliard de catholiques. Donc ne confondons pas les pervers qui salissent l'Église catholique, car je rappelle que Jésus a été très clair sur ces pervers. Il a dit « Malheur à celui qui touche à un seul cheveu de ses enfants. Il vaudrait mieux pour lui qu'on l'attache à une roue autour de laquelle tournent les ânes et qu'il soit jeté dans la mer. » Vous vous rendez compte ? Jésus est très clair. Voilà ce qui vous attend, vous, les pervers, qui vous en prenez aux enfants. Réfléchissez à 2 fois. Voilà ce qui vous attend, vous qui prétendez servir le Christ et qui brisez la vie de jeunes enfants. Vous qui célébrez des messes, vous qui priez, mais qui n'êtes que des pharisiens. Voilà ce qui vous attend. Frère Leguet n'est plus de ce monde, frère Jean non plus. Ils sont passés tous les deux en jugement devant Jésus et je voudrais dire à leurs victimes, faites confiance en la justice de Dieu. Ils ont reçu le châtiment qu'ils méritaient. Voilà, donc les victimes, on pense à vous, on prie pour vous et je prie que vraiment le Seigneur Jésus déverse sur vous des flots de consolation, des flots d'amour et des flots de guérison
Et je propose que nous prions tous ensemble un Notre Père pour que s'arrêtent ces perversions, que ça soit dans les écoles catholiques ou dans les écoles publiques, car il y a beaucoup de cas similaires dans les écoles publiques, que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit dans le sport. On a vraiment en France un problème de société. La pédophilie, ce ne sont pas des faits divers isolés. La pédophilie en France, l'inceste, ce sont des faits de société. Et nous allons prier pour que la France se purifie de toutes ces horreurs. Et nous prions aussi pour les victimes, pour qu'elles reprennent goût à la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de parler de frère Félix, et je m'étais promis de tout dire. Je vous avais dit que frère Félix, en fait, je l'aimais beaucoup, tout le monde l'aimait beaucoup, c'était comme un papy, c'est lui qui vendait les chocolatines, c'est lui qui nous faisait les costumes pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'il faut savoir que toute notre vie tournait autour de Saint-Genès. C'était vraiment le centre de notre vie. Le catéchisme faisait à Saint-Genès. On avait des kermesses, on avait beaucoup de choses. Et donc moi, c'était ça. C'était un papy sympathique. Et un jour, j'étais en seconde. Frère Félix vient me voir. Il me dit « Ah, mais tu sais que je te regarde quand tu fais du jogging. » Et parce qu'on faisait le jogging dans la cour à un endroit, il me dit, ce qui m'a glacée, si j'avais été plus jeune, je t'aurais demandé en mariage. Et là, c'était l'horreur parce que je me suis rendu compte que celui que je prenais pour un papy gentil, lui aussi, c'était un pervers et qu'il me matait ni plus ni moins. Alors que c'était un frère que lui aussi avait donné sa vie au Christ, il me disait qu'il m'aurait demandé en mariage s'il était plus jeune. Donc en fait, tout au long de ces années, il me regardait. Et pas avec un regard pur, avec un regard concupiscent. Donc vous voyez, c'était ça vraiment le problème de cette école, c'est qu'il y avait une atmosphère pédophile, même si lui n'a pas commis, entre guillemets, d'actes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'avait pas à me dire ça déjà. C'était d'une violence inouïe. Je n'ai pas su quoi dire quand il m'a dit ça, parce que moi je respectais les frères, mais ça m'a horrifiée. Voilà. Donc c'était pour faire le point sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu, cette atmosphère de domination des adultes. Alors tous les professeurs n'étaient pas comme ça, mais il y avait quand même beaucoup ce côté dominateur de certains professeurs, des violences éducatives, des violences sexuelles, et puis une atmosphère sexuelle pédophile, qui n'avait pas évidemment lieu d'être. Nulle part d'ailleurs, mais encore moins dans un établissement catholique qui est censé être irréprochable. Voilà. Donc, pour terminer sur une note pure, là pour le coup c'est de la pureté, je vous ai mis un petit short, vous allez dans l'onglet short, où mon fils, qui est encore très pur à 12 ans, en fait lit une prière pour raviver la flamme du Saint-Esprit à l'occasion de la Chandeleur et la présentation de Jésus au temple. Et vous allez écouter, c'est très mignon. C'est dit avec beaucoup de candeur et ça va nous faire du bien après toutes ces horreurs. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la description et en commentaire. J'espère que ce podcast aura été constructif parce que c'était le but. Il ne s'agissait pas juste de dénoncer, il s'agissait de proposer des actions concrètes. Et j'espère que c'est la dernière fois que je parlerai de cela et que plus jamais ça ne se reproduira. Donc je compte sur l'Église catholique pour agir. J'espère que notre évêque va mettre en place des actions et que nous allons redevenir une Église saine et qui illuminera le monde. Voilà, c'était Séverine de Trouver la paix et la joie. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. À bientôt.